Tous étaient prêts à mourir pour la Russie. C'est une journée sainte que celle où on meurt pour une grande cause. La tradition voulait qu'avant de mourir, on mette des sous-vêtements blancs. Et tous, avant d'aller au combat, revêtirent des sous-vêtements blancs. La bataille de Borodino fut une mêlée sanglante. Napoléon jeta son armée contre les Russes en un assaut frontal, sans s'embarrasser des subtilités stratégiques d'hier. Ce fut un affrontement sauvage, dirigé par une seule idée, s'entretuer. Et il y eut une multitude de morts, une horreur. La bataille commença à 6h30 du matin et se poursuivit jusqu'à 3h de l'après-midi, jusqu'à complet épuisement des deux côtés. Les Russes ne cédèrent pas. Ils se battirent jusqu'au bout, jusqu'à ce que les Français arrêtent le combat. Mais comme ils abandonnèrent le terrain le lendemain, Napoléon réclama la victoire. Alexandre refusa de répondre à ces propositions de paix. Je ne ferai la paix que lorsqu'il ne restera plus un seul ennemi en armes sur la terre russe. Alexandre. C'est dans une cité presque vide que les troupes de Napoléon vont entrer. Et le même soir, Moscou commence à brûler. Toutes les fictions de l'incendie de Troie jamais n'égalèrent la réalité de celui de Moscou. C'était littéralement un océan de feu. J'ai défait des armées, mais je n'ai pas vaincu les flammes. Le destin a été plus fort que moi. Mémorial de Sainte-Hélène. Ce sont les Russes eux-mêmes qui ont incendié Moscou. Et cet incendie était le pire coup porté à l'armée de Napoléon. Il ne pouvait plus rester là. Le 19 octobre, par une douce matinée d'automne, il quitte Moscou à la tête de ses troupes. Trois semaines plus tard, la neige commence à tomber. L'hiver russe est en avance. La température descend rapidement à -25. Comment se défendre contre le froid qui vous gèle jusqu'aux os? Nous ne pouvions décoller nos lèvres l'une de l'autre. L'intérieur de nos mains était gelé. Nous avions le sentiment d'être des survivants dans un monde glacé. Un soldat de la Grande Armée. La nourriture commence à manquer. Heureusement, il y a les carcasses des chevaux morts de faim que les hommes se disputent. En plus du froid, de la faim, de l'épuisement, il y a les Cosaques. Ils sont partout, talonnant les flancs de l'armée comme des milliers de guêpes harcelant un animal blessé. Napoléon est le témoin impuissant de cet interminable drame où périt son armée. Il transporte autour du cou un sachet contenant du poison. Ne voulant pas courir le risque de rester vivant entre les mains des ennemis, il s'était fait donner ce paquet, dont la dose, l'avait-on assuré, était plus que suffisante pour tuer 2 hommes. Mémoire de Colincourt. Et soudain, il apprend qu'une tentative de coup d'État a eu lieu à Paris le 5 décembre 1812 pour le renverser. Il abandonne ses troupes et retourne en France à la hâte. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, confiera-t-il à Colincourt. Il avait perdu 500 000 hommes. Sur les 600 000 hommes qui sont partis là-bas, il n'en est revenu que 83 000. Comme l'a dit Talleyrand, ce fut le début de la fin. L'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Suède se sont rassemblés pour la curer.
Napoléon va se battre contre les armées coalisées au cours d'une nouvelle campagne en plein cœur de l'Europe. Il faisait face ici, puis là, puis ailleurs encore, sans espoir de l'emporter, mais se battant quand même. À l'automne 1813, Napoléon livre à Leipzig une terrible bataille qui durera 3 jours. Face à un adversaire 2 fois plus nombreux, il s'affirme à nouveau comme un remarquable stratège. Mais tout ce qu'on retiendra, c'est sa défaite. Désormais seul, Napoléon n'est plus protégé par sa réputation d'invincibilité. L'année passée, l'ensemble de l'Europe marchait à nos côtés. Aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe marche contre nous. En 2 mois, il a perdu 400 000 hommes et n'en continue pas moins à se battre. Au début de 1814, les Alliés franchissent la frontière française. Napoléon retrouve à la tête de ses troupes tout son brio passé, mais ce n'est qu'un combat d'arrière-garde. Que peuvent ces 85 000 hommes contre 350 000 soldats alliés? Le 31 mars, les Alliés défilent sur les Champs-Élysées. La défaite est totale. Et le 12 avril, Napoléon rédige son acte de renonciation au trône. L'empereur m'appela. Il se dépitait, se plaignait du lent effet de la préparation qu'il avait prise. Il appelait la mort, avec plus de ferveur qu'on n'en a jamais mis à demander la conservation de la vie. L'empereur portait cette préparation dans un petit sachet, suspendu à son cou, depuis la retraite de Russie. Qu'il est donc difficile de mourir dans son lit, nous dit l'empereur, quand si peu de choses tranchent la vie à la guerre. L'empereur souffrait extrêmement. Il était tantôt calme, tantôt agité. Et son visage était profondément altéré, on peut dire renversé, les traits contractés. Mémoire de Colincourt. La mort n'a pas voulu de l'empereur. Et le 20 avril, avant de partir pour l'exil, il descend le grand escalier de Fontainebleau. Il veut dire adieu à sa garde. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je suis content de vous. Je vous ai toujours trouvé sur le chemin de la gloire. Je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasserai votre général. Venez, général. Qu'on m'apporte l'aigle, cher aigle, que ses baisers retentissent dans le cœur de tous les braves. Adieu, mes enfants. Mes vœux vous accompagneront toujours. Conservez mon souvenir. C'est sur un navire anglais que Napoléon s'embarque pour gagner la petite île de Méditerranée où les puissances alliées ont décidé de la signer à résidence. Qu'ont pu être ses pensées en passant au large de son ancienne patrie corse, d'être monté si haut pour tomber aussi bas? En guise de palais impérial, on lui a aménagé une agréable villa au sommet d'une falaise haute d'une 30aine de mètres. On compte bien qu'il acceptera de régner sur ce royaume d'opérette jusqu'à la fin de ses jours. Car on ne l'a pas totalement destitué, on lui a laissé le titre d'empereur en l'accompagnant de celui de souverain de l'île d'Elbe. Quand Napoléon arrive à l'île d'Elbe, sa première réaction, c'est une réaction de désarroi, de dépression, de tristesse. Mais il très vite retrouve les deux aspects de son caractère, le travail et l'action.
Et il va se mettre à s'occuper de l'île d'Elbe comme s'il s'agissait d'un grand pays. Il commence par accepter de jouer le jeu et reconstitue une cour et un gouvernement miniature avec des ministres, ministre des Finances, ministre de la Guerre. Il invente même un drapeau. Il encourage la culture de l'olivier, fait paver les chemins, organise une meilleure collecte des ordures et promulgue un décret interdisant à ses sujets, quelques 13 000 paysans, de dormir à plus de 5 dans le même lit. Mais bientôt Napoléon va se lasser de jouer au souverain sur un théâtre aussi réduit. Il ne cesse de regarder du côté de la France, convaincu que celle-ci ne supportera pas longtemps la réaction royaliste et ce Louis XVIII que les vainqueurs lui ont imposé. Il observe et il attend pendant 10 mois. Jusqu'au 26 février 1815, où n'y tenant plus, il s'embarque pour la France avec une poignée de fidèles. Une fois de plus, il fait confiance à son étoile. Lorsqu'il a fait une erreur ou a été victime d'une infortune, l'homme de génie parvient toujours à se rétablir. Napoléon. Le plus délicat aura été de déjouer la surveillance des navires anglais. Une fois débarqué à Golfe-Juan, il n'y a plus entre Paris et lui que l'armée royale. 6 jours plus tard, alors qu'il est près de Visil, il trouve en face de lui un régiment d'infanterie chargé de lui barrer la route. Il décide de s'avancer seul au devant de la troupe. Soldat du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S'il en est un parmi vous qui veut tirer sur son empereur, il peut le faire. Me voici. Des cris unanimes s'élèvent des rangs des soldats. Vive l'empereur, longue vie à l'empereur. Vive l'empereur! Les Vive l'empereur l'ont accompagné jusqu'à Paris. Mais c'était absurde. Il n'avait aucune chance. La coalition qui avait remporté la victoire contre Napoléon en 1814 a tenté, après son abdication, d'organiser la paix en Europe. Mais au congrès de Vienne, les appétits s'affrontent. Les négociations piétinent. L'annonce du retour de l'empereur ressoude l'alliance. L'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Angleterre décrètent Napoléon hors la loi et se préparent à le combattre. Dès la fin mai, 2 armées, l'une anglaise, l'autre prussienne, ont pris position en Belgique. De plus, les troupes russes et autrichiennes font route vers la France à marche forcée. Face à toutes ces menaces, Napoléon va tenter un pari très risqué, se glisser entre les Anglais et les Prussiens et les écraser successivement avant l'arrivée des Autrichiens et des Russes. Il lève donc une armée à la hâte et fait route vers la Belgique. Une vaste étendue de champs semés de seigles et de trèfles près de la petite ville de Waterloo. Tel est le cadre où va se jouer la dernière partie que disputera Napoléon. En face de lui, à la tête des troupes anglaises, il y a un grand général, le duc de Wellington. Pas beaucoup d'imagination, mais doté de nerfs d'acier. Il connaissait bien ses troupes et savait ce qu'il pouvait leur demander. C'était un as de la défensive. Wellington dispose de 68 000 hommes et il peut aussi compter sur les 72 000 Prussiens de l'armée de Blücher. Celui-ci est Napoléon, qui l'a écrasé à Iéna et l'a fait prisonnier. S'il parvient à réunir les 2 armées, Wellington disposera d'une supériorité numérique de 2 contre 1. Arrivera pas. Tout le problème est là. Blücher est encore loin et Napoléon a envoyé un détachement à sa rencontre pour le retarder. Il ne cessera de pleuvoir pendant toute la nuit précédant la bataille. À l'aube, les soldats des 2 camps regardent résignés leurs effets tout trempés. On pense que Napoléon va donner l'ordre d'attaquer. Voilà des heures que le jour est levé, mais rien ne vient.
Il attend, dira-t-il, que le sol sèche pour lui permettre de mettre ses canons en batterie. Certes, le terrain était tellement détrempé qu'on ne pouvait pas faire avancer l'artillerie. Mais il ne s'arrêtait pas à ce qui était un détail avant. Il attaquait quand il avait décidé d'attaquer. J'ai senti que la fortune m'avait abandonné. Je n'avais plus en moi le sentiment très fort que le succès était assuré. Enfin, à 11h30 du matin, l'artillerie française ouvre le feu. La situation est la suivante. L'armée anglaise tient fortement 2 fermes qui flanquent le champ de bataille, ainsi qu'une crête au centre du dispositif. Napoléon n'a pas de temps à perdre à de savantes manœuvres. Il va tout miser sur une attaque frontale massive. Il voulait attaquer Wellington en premier et avoir raison de lui le plus vite possible, espérant que celui-ci s'enfuirait vers ses navires et qu'il pourrait alors s'occuper de Blücher. Peu après-midi, Napoléon déclenche un violent barrage d'artillerie contre le centre du dispositif anglais. Les tirs des 74 pièces d'artillerie française resteront sans grand effet. Wellington ayant disposé ses troupes à l'abri de la crête. Napoléon avait pour devise de ne jamais attaquer une position bien défendue. Mais cette fois, il n'a pas le choix. Il doit chasser Wellington de là. Les Français attaquent et sont refoulés en désordre. Les Anglais étaient en bonne position sur le plateau et malgré tout, Napoléon les a attaqués de front. Ce qui était presque, enfin, peut-être pas suicidaire, mais en tout cas exposé à perdre beaucoup de soldats. Mais l'avant-garde prussienne approche. Il faut enfoncer les lignes anglaises à tout prix. C'est au tour de la cavalerie de charger, conduite par le maréchal Ney, le brave des braves. Les Anglais se sont formés en carré, attendant l'assaut. Les hommes n'arrêtent pas de tomber autour de Ney, qui, indifférent au danger, multiplie les charges. Il est convaincu qu'une charge de plus, une dernière, lui donnera la victoire. Ils furent à 2 doigts d'enfoncer les lignes anglaises. Mais Ney chargeait sans aucun soutien d'infanterie. C'était comme de lancer une colonne blindée sans infanterie pour l'appuyer. La ligne anglaise a été sur le point de rompre, mais en attendant, c'est la cavalerie française qui est détruite. Alors que le soleil commence à descendre à l'horizon, Napoléon aperçoit au loin des colonnes de soldats, les Prussiens dans leurs noirs uniformes. Il aperçoit de la poussière sur sa droite. Il sait que c'est les Prussiens. Il peut soit se dégager et se replier, soit faire le pari de vaincre les Anglais avant que les Prussiens n'arrivent. Il lance à l'assaut son ultime réserve, la garde impériale. Cette garde si redoutée, qui n'a jamais reculé. Le quitte ou double de la dernière chance. La confusion était à son comble. Le brouillard, la fumée des explosions, et ces personnages qui, tels des automates, ont commencé à avancer.
Wellington attendra qu'il soit à 40 pas pour donner l'ordre de tirer. Le premier rang français est décimé. Plus de 400 hommes au sol. La garde continue d'avancer. Ils furent magnifiques et ils furent sur le point de rompre la ligne anglaise. Mais il était trop tard. Pour la première fois dans l'histoire des guerres napoléoniennes, la garde a vacillé et même reculé en criant « Sauf qui peut, chacun pour soi ». Et la rumeur s'est répandue dans les rangs, la garde recule. Puis, comme pour porter la panique à son comble, les Prussiens arrivent. Les Prussiens, ça a vraiment été la dernière goutte d'eau. Napoléon dut retirer des troupes de son centre pour leur faire face. D'ailleurs, le vainqueur, c'est Blücher. Sans son arrivée, je ne pense pas que Wellington aurait pu gagner. La bataille a duré à peine une dizaine d'heures, un long après-midi d'été. Impossible pour Napoléon de rassembler ses troupes en fuite. Il ne lui reste qu'à abandonner le champ de bataille. 4 jours plus tard, il abdiquera pour la 2e fois. Il écrit au prince régent d'Angleterre pour se placer sous la protection du peuple britannique, exprimant le souhait d'être autorisé à vivre dans une maison de campagne quelque part du côté de Londres. L'île de Sainte-Hélène a été choisie pour sa future résidence. Son climat est sain et sa situation locale permettra qu'on le traite avec plus d'indulgence qu'on ne pourrait le faire ailleurs. Lord Keith, au nom du gouvernement anglais. On ne peut pas s'échapper de Sainte-Hélène. Cette île lointaine, ce caillou isolé, battu par les vents, sinistre. Il sait, dès ce moment-là, que cette île va être son tombeau. Le voici réduit à arpenter un territoire d'une quinzaine de kilomètres de long sur une dizaine de kilomètres de large. L'île d'Elbe non plus n'était pas bien grande, mais là-bas, il était encore empereur. À Sainte-Hélène, il n'est plus que prisonnier. Un prisonnier qui doit faire peur, puisqu'il est gardé par 2000 soldats et 2 navires de guerre qui patrouillent autour de l'île 24 heures sur 24. Pour tout palais, un pavillon en bois que l'on a aménagé sur une ancienne étable. C'est une petite ferme misérable. Vous avez le martèlement incessant des vents. Vous avez les nuages de brume, cette humidité qui imprègne les habits, qui imprègne les murs. Lorsqu'on jouait aux cartes, eh bien, il fallait passer au four les cartes parce qu'elles étaient toutes molles. Mourir n'est rien, mais vivre vaincu et sans aucune gloire, c'est mourir chaque jour. Napoléon. Il a 46 ans, rien d'autre à faire que de manger, dormir et chercher des moyens d'occuper son esprit. Il va faire du jardinage, essayer de réécrire une tragédie de Voltaire et même s'abaisser à disserter avec l'odieux et mesquin Hudson Law, son gouverneur anglais qui s'entête à ne pas l'appeler autrement que Général Bonaparte. Qu'il est grand, là surtout, qu'en puissance brisée, au sacre du malheur, il retrempe ses droits. Victor Hugo. Il avait, pendant ces jours-là, décidé que sa vie terrestre était terminée, mais que maintenant, sa vie légendaire allait commencer et qu'il fallait s'en occuper. Il a compris que les héros les plus admirés
sont ceux qui ont connu le martyre. Si le Christ n'avait pas été crucifié, il ne serait pas Dieu, dit-il. Et c'est le martyr qui va faire de ce prisonnier vaincu un héros à nouveau triomphant. Il reconstruit son action pour justifier ses choix, pour dire qu'il a été le sauveur de la Révolution, pour dire qu'il a voulu la paix, pour dire qu'il a voulu un monde nouveau et que les forces des royautés d'Europe se sont opposées à un homme qui était un homme moderne, qui était un homme d'action et un homme qui travaillait pour le bien des peuples. Napoléon passera un peu plus de 5 ans à Sainte-Hélène. L'ennui est de plus en plus pesant. L'envie de vivre a disparu. Il a perdu l'espoir. Il était tout seul, là, dans sa petite chambre, méditant, regardant la pluie. Il mangeait dans sa baignoire, il lisait dans sa baignoire. Il a ressenti véritablement cette tristesse qui tombe goutte à goutte sur vous comme un acide et qui finit par corroder votre être profond. Et je crois que je pense que c'est cela qui a tué Napoléon. Il meurt le 5 mai 1821, empoisonné, disent certains. Il n'y a pas d'immortalité autre que le souvenir qu'on laisse dans l'esprit des hommes. Napoléon. Les films en costume passent tout l'été sur Canal+. Découvrez nos modèles exclusifs 100% cinéma. Vous allez être ébouriffés par la richesse des étoffes. Gancée de rouge, la femme sera fatale et le mari idéal. Chez les Winslow, classe très masculine et couleurs sombres à l'honneur. Alors que broderies et splendeurs baroques s'enflamment à la cour du roi Soleil. C'est très joli. Tendance très militaire pour cette création Andrzej Wajda au cœur des campagnes napoléoniennes. Matière souple,